La journée des sous-officiers est célébrée chaque année le 1er février. Cette année, le chef d'État malagasy et non moins chef suprême de l'armée malagasy a honoré de sa présence à la célébration, une grande première dans l'histoire de la journée des sous-officiers. L'année dernière, ayant mené une mission à l'étranger, le président Andry Rajoelina fut représenté par le secrétaire général de la présidence lors de la célébration. Le RTS Fiadanan a accueilli la célébration cette année. Plus de 900 sous-officiers allant du grade de sergent au adjudant-major issus des 15 garnisons représentées dans la capitale ont été présents à cette traditionnelle journée de festivité. Était également présent à Fiadanan le Premier ministre, le général de brigade Camille Vital, le ministre des Forces armées, le général de brigade Koudarmas André Lucien, le chef d'état-major général de l'armée, le général de brigade Giardson André et le chef du corps du RTS Fiadanan, le général Samuel Jean Razaf Malansou. Au nom de tous les sous-officiers, l'adjudant-major Andjianouil Razaf Maleu, président régional du corps des sous-officiers de l'armée malagasy, a prôné la solidarité et la cohésion du COSAFAM dans le respect de la hiérarchie militaire, de la discipline et du règlement. Quant au chef suprême des forces armées, il a notamment souligné dans son discours que c'est un signe de solidarité entre les sous-officiers, mais surtout entre tous les éléments des forces armées, tout en rappelant que, outre les nouvelles uniformes qui sont actuellement à bord d'un cargo, plusieurs projets ont été déjà entamés, toujours dans la perspective de reconsidérer l'armée malagasy. La réhabilitation de tous les camps militaires repartis dans toute l'île figurera également dans la liste des principaux projets destinés à revaloriser les militaires malgaches. Puis, il a ajouté que Madagascar n'est pas un pays en guerre. De ce fait, il faut faire en sorte que les forces armées prennent leur part de responsabilité quant au renforcement de la sécurité de la population et de ses biens, une armée plus proche du peuple. Des éléments des forces armées vont être également détachés au sein de différents génies, et ce, dans le but de renforcer le service civique, surtout en matière d'agriculture, et pour que l'armée malagasy devienne productive, garantissant une autosuffisance alimentaire, ne serait-ce qu'au sein d'elle-même pour les années à venir. Pour marquer cette célébration, les sous-officiers ont offert loi traditionnelle au président Rajoelina ainsi qu'aux 3 autres officiers généraux présents. Pour mémoire, la journée des sous-officiers a été décidée lors de la rentrée officielle de la première promotion à l'école des cadres du service civique en 1995, devenue actuellement École nationale des sous-officiers de l'armée ou ENSOA. Madagascar, patriotisme et fierté nationale est un magazine spécial retraçant les points forts de la crise politique de 2009 ainsi que la période transitoire. Il a été conçu et édité par la présidence de la Haute Autorité de la Transition par le biais de sa direction de la communication. Cette publication spéciale rappelle en images la chronologie de la mise en place du régime transitoire, entre autres les meetings populaires au jardin d'Amuzatouv et sur la place du 13 mai, la tuerie d'Antananarivo du 7 février, le décret pris par l'ancien président Marc Ravalomanana remettant les pleins pouvoirs à un directoire militaire, ainsi que la remise des pleins pouvoirs par l'armée au président Andry Rajoelina, la tenue de diverses réunions politiques comme le TENI Ifampiéjan, la conférence nationale, la réunion politique Diavlou initiée par le président Andry Rajoelina et son staff, ainsi que la signature de l'accord politique d'Ivat y figurent également. Toujours sur le plan politique, le comité d'édition de ce magazine a mis en exergue la mise en place du Parlement de la transition, le référendum constitutionnel du 17 novembre dernier, jusqu'à la cérémonie de promulgation de la Constitution de la 4e République, suivie de celle attenant à l'inauguration officielle de l'hôtel de ville de la capitale. Du côté social, le périple présidentiel n'a pas été oublié. D'après les explications des responsables, ce magazine est conçu pour remettre la vérité sur son réel sillage. Pour ce faire, des exemplaires ont été remis notamment à des chancelleries étrangères, organismes internationaux et autres chefs d'État africains et européens, notant enfin que cette publication est distribuée gratuitement dans toute l'île.
Les différentes réunions entamées par les émissaires de la SADC, dirigées par le Dr Simao, avec les acteurs politiques malgaches, se sont poursuivies ce jour du côté d'Anjahar. Ce matin, les membres de l'UDR et TGV, l'AREMA de Pierrot à Donarville et la HPM ont été aperçus sur les lieux. L'après-midi, les Skopal et la mouvance Ravalmanan ont fait le déplacement à Anjahar pour discuter de la nouvelle feuille de route pour la sortie de crise proposée hier par la communauté internationale par le truchement de la SADC. Seuls les mouvances Ratirak et Zakwelpir n'ont pas été aperçus à Anjahar depuis hier jusqu'à aujourd'hui. En général, la plupart des politiques ayant pris connaissance du contenu de la dite feuille de route se disent prêts à avaliser celle-ci. La feuille de route qui nous a été remise, je crois que ça rassemble, ça regroupe toutes les idées avancées justement pour sortir de la crise depuis le INS, en passant par Maputo, Addis Abeba, etc., Pretoria et puis Ivat et Vutvur. Toutes les idées se retrouvent là-dedans. Donc pour nous, on a avancé certaines observations pour compléter, mais pas pour enlever quoi que ce soit. Toutefois, le HPM a déclaré que le code de la communication aurait dû être pris en compte dans la feuille de route, tandis que l'UDR avance déjà qu'il la posera sans signature, pareil pour l'AREMA de Pierrot à Donarville. Remercier les efforts et l'abnégation, même l'abnégation déployée par l'équipe de la médiation de la SADC, dirigée par l'émissaire Son Excellence le Dr Simao. Ils ont fait un travail très remarquable, très approfondi pour trouver une issue à la crise malgache. Pour le parti Tico Madagascar, la feuille de route nous convient dans le fait que toutes les idées et tous les accords qui ont été signés sont synthétisés en bonne et due forme dans la feuille de route. Il est à remarquer que la démarche malgacho-malgache est bien mentionnée dans cette feuille de route. Il est bien mentionné aussi que dans la feuille de route, il y a un partage de pouvoir équitable et juste pour tous les partis politiques. Dans la feuille de route, il est mentionné aussi que tous les pouvoirs de décision et de nomination reviennent au président de la transition. Pour nous, le team, cette feuille de route fait déjà partie de notre vécu. Si c'est pour signer, pour trouver une issue à la crise, le parti team est prêt à signer et à s'engager pour l'application intégralement de la feuille de route. De son côté, la mouvance Ravalmanan ayant déjà avancé que le cas de Ravalmanan a été plus qu'ignoré dans cette feuille de route, n'entend pas accepter cette proposition dans sa forme actuelle. Selon les explications de ses membres, il s'agit uniquement d'une sorte de base à toutes les discussions qui doivent encore avoir lieu. Qu'est-ce qu'on veut effectivement à Madagascar? Est-ce qu'on veut savoir si la population souhaite effectivement voter pour la personnalité de son choix, ou est-ce qu'on veut orienter le choix de la population à Madagascar? Et qu'est-ce que vous allez répondre à M. Simao alors? Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Alors, bon, il nous a demandé hier de lui faire part de nos observations. Alors, à l'heure actuelle, en 24 heures, nous avons des observations globales, mais nous devons nous concerter avec nos alliés, avec notre chef de file, pour aller plus dans le détail. Donc, nous ne sommes pas en mesure de lui donner encore les observations que nous souhaiterions apporter à son projet de feuille de route. Selon les informations recueillies à Anjahar, la signature de la dite feuille de route devrait se faire demain, sauf changement de dernière heure. Il est tout à fait possible de procéder à une refonte intégrale de la liste électorale, a souligné le haut responsable auprès de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI ce jour, à une seule condition, si la communauté internationale apporte son aide dans la réalisation de cette mesure. Dans le cas contraire, la CENI dispose d'autres moyens pouvant parfaire cette liste, a toujours souligné le président de la CENI, Maître Eja Koutmanan. Entre autres, les travaux d'amélioration au sein de la CENI et au sein des diverses
ramifications de cette commission continuent. Outre cela, la CENI a assuré que les 3 sièges accordés aux politiciens sont encore disponibles. Il appartient à ces derniers d'effectuer un rajout quant aux membres de la CENI, a réitéré Maître Ira Koutmanan, rappelant que l'élargissement de la CENI a été un des points mis en exergue dans la nouvelle feuille de route tenue par les membres du groupe international de contact. Le président de la CENI a affirmé qu'il ne voit aucun inconvénient à cette disposition tant que c'est la volonté de tout le peuple malagasy. Là maintenant, le décret qui régit la CENI actuellement prévoit encore 3 places pour les partis d'opposition. Et donc, à partir de ce décret-là, on avait toujours attendu la participation des partis d'opposition au sein de la CENI actuelle. Mais toujours est-il que nous sommes complètement ouverts à toutes les discussions et à toutes les propositions que les politiques engagent actuellement. Mais toujours est-il que je tiens tout simplement à souligner que en ce qui concerne la CENI, c'est pas du tout un problème de place. C'est vraiment un travail intense, jour et nuit. On travaille au sein de la CENI. Donc tous les politiques travailleurs sont les bienvenus au sein de la CENI. Merci. En attendant la mise en application de tout cela, les responsables auprès de cette commission ne restent pas les bras croisés et commencent les travaux de perfection de la liste électorale pour les prochaines élections. D'ici mi-février, les centres informatiques au niveau des districts seront mis sur pied, structure qui amassera toutes les listes électorales modifiées et corrigées, ainsi que les dernières listes issues des divers Fukuntani. Là maintenant, on s'attelle vraiment à l'amélioration de la liste électorale. Et cette amélioration s'effectue en amont et en aval. C'est-à-dire que là maintenant, au niveau de la CENI centrale, on est en train de s'atteler à, comment dirais-je, à établir une liste à partir des dernières listes électorales produites lors du référendum constitutionnel du 17 novembre. Mais parallèlement à ça, on s'attelle aussi à effectuer une vérification, je dirais, de la liste électorale au niveau des Fuktan. Et ces 2 listes vont être fusionné au niveau du centre informatique de district que l'on va mettre en place courant mois de février. S'il n'y a aucun changement, rappelant que les premières élections qui se tiendront le 4 mai prochain sont les législatives. Les examens d'entrée en première année dans les différentes branches de l'université pour le cas d'Antananarivo débuteront le 8 février prochain. La faculté des lettres et des sciences humaines entamera la série d'examens suivie de la faculté des sciences agronomiques de l'école normale supérieure et ce sera la faculté d'Aix qui bouclera les examens d'entrée en première année au sein de l'université pour l'année universitaire 2010-2011. Selon les explications issues des responsables auprès de l'université d'Antananarivo, les priorités étaient de terminer jusqu'au bout l'année universitaire 2009-2010 et c'est seulement après que l'on se concentrera sur ces examens d'entrée en première année dans chaque filière et département de l'université. Pour ce qui est de l'effectif des candidats inscrits au concours d'entrée, les responsables ont souligné que les divers problèmes survenus au sein de l'université n'ont pas trop influencé la motivation et l'encouragement des étudiants à vouloir poursuivre leurs études supérieures au sein de l'université. Pour ce qui est de la date de rentrée ou encore du début officiel de la nouvelle année universitaire, le vice-président de l'université d'Antananarivo, Jakutwarsu Eric, a souligné qu'une réunion des hauts responsables de l'enseignement supérieur devrait encore se tenir. Toutefois, il est fort probable que l'année universitaire débutera vers le mi-mars de cette année. Actuellement, toutes les convocations sont distribuées. Les préparatifs sont fin pris pour les concours d'entrée en première année à l'université.